notre sélectionnée dans le prix Rosine Perrier et qui est avec nous aujourd'hui, Béatrice Fontanelle, pour son livre Plus noir avant l'aube. Béatrice, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai fait un petit peu des recherches sur vous et je me rends compte quand même qu'on a du mal à vous catégoriser dans le style d'écriture ou en fait, vous touchez à tout, j'ai l'impression. Vous faites aussi bien des livres pour enfants. Vous avez été journaliste à Bayard Presse, qui est quand même plus pour la jeunesse, si mes souvenirs sont bons. Vous avez aussi écrit des scénarios pour des livres illustrés. Comment ça se fait que ça ne vous gêne pas, vous, qu'on ne puisse pas vous catégoriser? À votre avis? J'ai l'impression que non. Non. Avec ce sourire-là, en tout cas, non. Oui, non, moi j'ai toujours aimé ce côté bohémien d'édition. Effectivement, j'écris des livres pour enfants, des albums, des fictions. Maintenant, récemment, une première bande dessinée sur Hannah Arendt. Vous avez fait les dessins seulement? Non, seulement le scénario, et avec une illustratrice qui s'appelle Lindsay Grimes, qui est vraiment une très très grande illustratrice écossaise qui a fait les dessins. À vrai dire, c'est vrai que je touche à tous les genres littéraires, excepté ce qui n'est pas un genre littéraire, encore que maintenant ça peut le devenir. Je fais à peu près tous les types de livres, sauf les livres de cuisine. D'accord. C'est la seule chose que je n'ai pas encore abordée, mais j'écris aussi beaucoup de poésie, des romans adultes, des romans pour les enfants, des albums, des livres documentaires, des livres beaucoup sur des livres d'art. Des livres de vie pratique aussi? C'est surtout sur plutôt que vie pratique, c'est vraiment l'histoire de la vie quotidienne, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est peut-être un peu le fil rouge de mon travail, c'est quels que soient les thèmes que j'aborde, c'est toujours essayer de voir avec ce côté un peu microscope, s'approcher de près des choses, des plantes, des insectes, et c'est ce que j'essaie de retranscrire dans mon travail de romancière. C'est parce que j'ai travaillé pendant 25 ans presque pour les enfants, en faisant beaucoup de livres sur effectivement la botanique que j'adore, les oiseaux de nuit, etc. J'ai appris beaucoup de choses grâce aux enfants, grâce aux livres que j'ai fait pour les enfants, et que tout ça est venu par rhizome, par racines souterraines, réapparaître dans mes romans pour adultes. Ça, c'est vraiment très très plaisant de pouvoir moissonner toutes ces décennies de plongée pour chaque thème. Ça peut paraître un bric-à-brac, c'est vrai, ça peut paraître un bric-à-brac. Vous n'êtes pas catégorisé. Mais moi, je m'intéresse aussi bien à l'histoire du placard qu'aux chauves-souris. En faisant un livre sur les chauves-souris, j'ai appris qu'il existait des chauves-souris blanches comme neige. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et un jour, je ferai certainement une histoire de fiction pour les enfants qui racontera l'histoire d'une chauve-souris blanche. Voilà comment tous mes livres s'enchaînent. Vous savez, les enfants jouent à marabout, bout de ficelle, selle de cheval. C'est un peu exactement comme ça que ça se passe avec mes livres. Donc c'est très amusant. Mais ça n'apparaît pas forcément. Il faut vraiment bien me connaître et connaître mon travail pour voir ces jeux de dominos entre les livres. Alors, est-ce que c'est un hasard, votre rencontre avec les lettres? Ou est-ce que vous étiez finalement prédestiné à ça? Ça a commencé jeune? Le hasard, c'est que, comme je raconte dans mon futur roman qui va s'appeler Le Train d'Alger, qui va paraître en janvier prochain aux éditions Stock. Qu'est-ce qu'une autobiographie alors? C'est assez autobiographique. J'ai connu toute petite la guerre d'Algérie, et ensuite, quand je suis entrée en France, je déménageais 2 fois par an. 2 villes, donc j'ai changé de pays, et ensuite j'ai changé de ville 2 fois par an. Donc j'étais une très très mauvaise élève, pas du tout, je ne me vante pas du tout d'avoir été un cancre. Parfois les auteurs expliquent très très fiers qu'ils étaient de grands cancres. Moi c'est vraiment bien malgré moi. J'étais vraiment un cancre parce que j'étais perdue. Et je crois que les livres, j'étais pas forcément bien acceptée en tant que rapatriée d'Algérie dans les écoles. On n'était pas très bien vus. Et du coup, je me suis sentie très seule à l'école. Et les livres ont d'abord été mes meilleurs amis. Les livres, la lecture. Et après, finalement, j'ai assez vite, comme j'ai tellement aimé lire, rapidement, j'ai aimé aussi écrire. Et je me souviens que j'ai écrit une première histoire en 6e qui s'appelait Scheherazade et que j'ai donné à lire à la première de la classe qui avait toujours 20 sur 20 en dictée, parce que moi j'avais toujours 0 sur 20 en dictée. Et donc elle a corrigé mes fautes et ça a été ma première lectrice. Et cette première lectrice, elle se fichait complètement des fautes d'orthographe, mais l'histoire que j'avais écrite lui avait plu. Donc voilà, c'était en 6e. C'était assez tôt quand même. C'était pas hier. Si tôt que ça, c'est pas si tôt que ça, parce que Aragon, lui, à 4 ans, avait déjà écrit des tas d'histoires. Il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire, mais ses grands-mères notaient
toutes les histoires qu'il inventait, et donc elles existaient déjà. À 4 ans, Aragon était déjà un auteur confirmé. Donc finalement, aux ans, c'est très tard. Oui, mais il y a des écrivains qui ont commencé beaucoup plus tard. Oui, c'est vrai, il y a de grands écrivains. On ne commence pas forcément très tôt l'écriture. Il y a aussi des gens qui commencent très très tôt, comme Rimbaud, et puis qui s'arrêtent à 20 ans. C'est très curieux, cette espèce de feu d'artifice, et puis ensuite disparition en Afrique. Justement, parce que moi, ce qui m'a interpellé dans votre parcours, c'est que vous avez fait une maîtrise sur un écrivain. Donc je vais vous laisser prononcer le nom parce que j'ai peur de l'écorcher. Julio Cortázar. Alors pourquoi cette intérêt? Alors qui c'est ce personnage? C'est un grand écrivain argentin, grand écrivain argentin que j'ai eu la chance de rencontrer. Et voilà, moi je me suis intéressée à ces nouvelles un peu fantastiques. Et c'est vraiment que c'est une littérature qui m'a réellement envoûtée. Et toute la littérature sud-américaine est une littérature absolument que j'adore, c'est-à-dire foisonnante, torrentielle. Voilà, moi c'est ce que je recherche dans la littérature, ce côté bizarre, étouche, voilà, donc cet écrivain a été vraiment... Enfin, pour faire une maîtrise, c'est qu'effectivement, il vous a touché au plus profond de votre âme. Oui, ça me plaisait beaucoup. Je me souviens d'une nouvelle, en l'occurrence, qui m'avait beaucoup plu, parce que moi, c'est un thème aussi qui revient dans mes livres, il racontait qu'un jour, il était, j'en sais plus dans quel grand bâtiment public, je ne sais pas si c'était l'UNESCO ou quelque chose comme ça, et il regardait les gens et il ne voyait plus que les oreilles des gens. Et il disait, mais c'est fou ce qu'il y a comme oreilles. On voit des oreilles partout. Et moi, c'est vrai que je suis assez obsédée par les oreilles aussi, je ne sais pas pourquoi. Souvent, d'un seul coup, j'ai des flashs visuels et je vois d'un seul coup une oreille sur ma page. Et ça, je l'ai mis dans mon premier roman, L'homme barbelé. Il y a des histoires d'oreilles comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un organe insensé. C'est tellement bizarre, vous ne trouvez pas? Et puis des histoires d'oreilles pour les yeux, quand même. Oui, voilà. C'est pas mal non plus. Hein. Oui. En 2009, c'est pour vous le prix du premier roman. Alors c'est le prix du premier roman du Doubs, et ensuite vous avez eu le prix Jean d'Or du roman historique. Ouais. Donc encore une fois, on rentre dans un autre domaine qu'on ne connaît peut-être pas encore suffisamment de vous, le domaine historique. Et en 2010, c'est le prix Claude Farrère de l'écrivain combattant. Ah oui, c'est incroyable. Que j'ai eu le prix de l'écrivain combattant, moi j'ai peur de mon ombre, j'ai peur de tout. Ça m'a paru, alors surtout en plus c'est un prix qui a été créé par Claude Farrère, je crois, après la guerre de 14. Et donc a priori au départ c'était réellement des écrivains combattants. Bon maintenant... c'est quoi un écrivain combattant? C'était vraiment des écrivains qui avaient vraiment combattu. Henri Barbusse, Le Feu, enfin bon, ces auteurs-là. Je ne sais pas si Henri Barbusse a eu le prix Claude Farrère, mais voilà, c'était vraiment des gens qui étaient à la fois écrivains et qui s'étaient battus fusil à la main. Hein. Mais votre roman, il était combattant par le contenu, par le thème? Mon premier roman, L'homme barbelé, c'est vraiment ça parle quasiment que de guerre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est deux thèmes qui m'intéressent. C'est la guerre et la famille. Et c'est de montrer comment la guerre a un impact sur les familles, et sur les mères, les épouses, et de voir comment après, pendant des décennies, tout ça travaille au sens presque tectonique. Hein. Et d'ailleurs, mon prochain roman, c'est exactement la même chose. C'est toujours l'impact des décennies plus tard d'une guerre sur une famille et les générations successives. Cette imprégnation, et puis voilà, ce travail quasiment tellurique qui a été vécu par quelqu'un et comment ça impacte les générations qui suivent. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous mettez en valeur c'est vrai qu'en règle générale, on met en valeur le soldat qui est sur le terrain, mais vous avez préféré mettre en valeur les souffrances de ceux qui sont touchés à... De ceux qui restent aussi. Par exemple, dans le roman Plus noir avant l'aube, je parle aussi bien de ceux qui sont jeunes résistants, courageux, et qui franchissent les frontières dans les Pyrénées, dans la neige, et qui ont vraiment une foi. Et d'ailleurs, ils reconnaissent eux-mêmes, ce sont de véritables personnages, une réelle inconscience du danger. Et puis aussi ceux qui, parce qu'elles sont mères de famille, ont des enfants malades, doivent rester à faire la queue dans les boutiques pendant des heures. Et c'est peut-être moins... Quand il y a un personnage qui dit, Edith, qui a un enfant malade, et qui dit oui, ces Français qui se sont évadés de France, qui se sont les évadés,
Oui, les évadés des emmerdements. Parce que après, c'est plus eux qui font la queue des heures pour un kilo de pommes de terre. Donc j'aimais bien ce côté un peu en ombre et lumière, de montrer aussi le côté de ce que les femmes subissent. C'est toujours assez intéressant. Totalement, non, c'est un parallèle qui est à faire d'ailleurs. Et puisqu'on parle aussi de votre roman, Plus noir avant l'aube, la question, sans vouloir dévoiler le roman, qu'est-ce qui est plus noir avec un E à la fin, avant l'aube? C'est la nuit, évidemment. C'est la nuit. Et c'est un roman très sombre. Oui, mais c'est un roman, j'espère qu'il y a aussi beaucoup, il y a la vie, il y a la nature. La nature vient toujours au secours des personnages, la forêt, ils sont dans la forêt, il y a les oiseaux. Donc effectivement, il y a des choses graves qui se passent, mais je trouve que c'est aussi des personnages, comme je le dis, qui ont vécu et dont l'une est encore en vie et qui a une énergie folle et qui continue de lire beaucoup de livres et qui ont des ressources. Et malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils ont une espèce de soif de vivre et de soif de lire. Ils ont les deux, soif de lire et soif de vivre. Parce qu'il faut préciser pour ceux qui nous regardent que pour faire ce livre-là, vous êtes tapé des tas de lettres d'une famille sur 4 générations. Oui, voilà, ça c'est la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir récupérer. C'est une famille de médecins, une jeune femme qui quitte Odessa en 1905 pour venir faire ses études de médecine à Paris. Et donc j'ai retrouvé la correspondance de cette famille, de cette génération-là, puis de leurs 3 enfants, et qui ont chacun des parcours, qui ont tous été résistants, mais chacun de leur côté, sans savoir que d'ailleurs les autres étaient passés en Espagne pour rejoindre le général de Gaulle. Donc j'ai retrouvé leur correspondance, et donc je sais par le menu aussi, ils ont tenu le coup en lisant des livres. Ils étaient avec rien, leurs chaussures, un petit sac, mais ils avaient toujours un livre dans une poche. D'ailleurs, livre que parfois ils perdaient, qu'on leur confisquait, en Espagne, on leur confisque. Le personnage a la faute de l'abbé Mouret, elle se fait arrêter par la Guardia Civile qui évidemment lui confisque immédiatement le livre qui est parfaitement interdit. Donc elle est furieuse parce qu'elle arrivait à un moment qui était quasi érotique, où l'abbé allait connaître l'amour physique et donc on lui confisque le livre à ce moment-là. Donc il y a aussi le fait que j'ai pu savoir décennie après décennie, même quand ils étaient à un moment donné, il y a des personnages qui fait toute la campagne de Normandie dans son temps, et bien dans son tank, il a fabriqué une petite étagère, et je crois que c'est le seul tank bibliothèque qui a existé dans l'histoire de l'humanité parce qu'il avait fait une petite étagère pour mettre ses livres. Et ça, c'est un fait réel. Et ça, c'est un fait réel que j'ai pu retrouver dans cette correspondance qui était évidemment assez formidable, où on voit leur découragement, mais surtout leur humour, parce que c'est vraiment une famille qui avait un humour incroyable. Donc c'est vrai qu'ils traversent des choses terribles, mais l'humour et la littérature et la poésie les sauvent de tout et pourraient sauver beaucoup d'autres gens si les gens lisaient. Encore faut-il effectivement que au niveau du livre, on ait de nouveau encore le goût de lire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu... Maintenant, tout est dématérialisé. Là, je vous parle, j'ai mes notes, c'est sur une tablette. On a des livres dématérialisés. Moi, machine, mais c'est peut-être très bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que... Je sais qu'en France, il y a 20 000 bibliothèques et seulement 17% d'inscrits. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit inscrit en bibliothèque et que tous les parents du monde emmènent leurs enfants dès la crèche à la bibliothèque et que les adolescents et que les enseignants, surtout, ça c'est un message très très important, on emmène beaucoup les enfants à la bibliothèque, mais jusqu'en 6e. Et en 6e, c'est terminé. Donc moi, je lance un appel aux professeurs de collège et de lycée. Je sais que parfois ils ont des programmes très chargés, mais je pense que ce serait vraiment bien, vraiment très important s'ils emmenaient leurs élèves, jeunes adolescents ou grands adolescents, une fois par trimestre à la médiathèque, quelle que soit leur matière. Français, histoire géo, pourquoi pas prof de gymnastique, il y a aussi une histoire des sports qui est passionnante à faire. Donc voilà, moi je crois qu'en France, il y a un tissu de bénévoles, comme ici d'ailleurs, de bénévoles et de bénévoles dans les médiathèques. Il y a un travail qui se fait, un travail de fourmi. Donc évidemment, les enfants sont tellement sollicités par les écrans, mais ils apprennent aussi beaucoup de choses sur les écrans. Je vois, ils apprennent, ils lisent sur l'écran. Mais c'est vrai que c'est plus peut-être la littérature classique, les grands classiques comme on les a connus. Donc comment faire
Moi, je serais pour que les médiathèques deviennent aussi des petits centres culturels où on pourrait par exemple projeter des films adaptés de grands chefs-d'œuvre du cinéma. Que voilà, on pourrait, les professeurs de français d'ailleurs maintenant montrent les grands chefs-d'œuvre du cinéma qui sont adaptés d'un grand chef-d'œuvre de la littérature. Il y a 1000 choses à faire. Il y a 1000 choses à faire et il faut. Moi, je suis pleine d'espoir et absolument pas nostalgique. Vous êtes plutôt positive. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que vous, par exemple, vous retrouviez les emails d'échange d'un couple sur plusieurs années. Le papier, il est là, il est bien matériel, il existe. Et puis l'écriture, il y a la couleur du il y a une papier. magie. Là, le matériel, on ne sent pas le tactile des doigts qui tape sur les touches. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je trouve que dans les échanges mails, il y a un style qui se dégage qui est assez unique. Moi, je sais que quand je corresponds avec des gens par mail, alors que je les connais assez peu, parfois on se trahit presque trop, on dit des choses. C'est très étrange le mail, parce qu'effectivement ça va très vite. Mais je trouve qu'il y a une espèce de spontanéité et parfois il y a des trouvailles, parce que ça va très vite et que le clavier, il y a ce petit clic-tic que moi j'aime beaucoup. Pourtant, je suis vraiment une femme de l'écrit papier. C'est dommage parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une forme littéraire qui est en train. D'ailleurs, il y a même des romans qui sont en train de s'écrire, qui sont faits sous forme d'échange de mails. C'est l'équivalent du roman épistolaire, mais sous forme de mail. Mais je pense que c'est dommage si vous trouvez un moyen de garder une trace écrite de tout ça. Est-ce que tout ça ne va pas d'un seul coup, pchit, avec une grande panne mondiale, tout ça va s'évaporer dans l'espace et le cosmos. Ce serait dommage. Ce serait dommage, oui. Il faudrait peut-être se pencher sur la question, comment garder ça pour que dans 100 ans, 500 ans, on puisse garder les traces des beaux mails, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a des mails qui sont... moi, j'ai des amis parfois qui m'envoient des mails qui sont très beaux. D'ailleurs, je les imprime, mais je le fais peut-être pas assez systématiquement. Alors, une question à creuser. Ça a creusé, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec le papier et ces lettres, vous avez pu donc écrire ce livre. Alors, le titre s'appelle Plus noir avant l'aube. C'est quand même plutôt positif. Oui. Et puis surtout, il ne faut pas se fier à la couleur de la couverture. Parce que je pense que c'est quand même un livre qui est assez positif. Oui, elle est bleu nuit, c'est pas noir. C'est pas un vrai noir, c'est vrai. C'est un bleu nuit. Mais c'est sombre. Voilà, c'est quand même sombre. Et en même temps, dans le titre, il y a la lumière qui arrive. Les histoires sombres sont belles. Moi, je sais que j'aime bien la littérature qui vous bouleverse. Les grands romans russes sont toujours... on en sort, on est complètement chaos. Moi, je trouve qu'un grand roman sombre, mais effectivement, où il y a des portes de sortie, de l'espoir au bout, c'est ce qui est le plus beau. Alors c'est quoi, c'est un roman de guerre, un roman d'amour? Comment on le catégorise? Vous allez me dire, vous voulez tout catégoriser, mais... Non, surtout pas justement, c'est tout l'inverse. Non, au contraire, moi je veux abattre les frontières totalement. J'espère que c'est un livre de poète, parce que pour moi les grands livres sont des livres de poètes. Vraiment, les livres que je préfère sont des livres écrits par des poètes. D'ailleurs, là, nous avons Michel Butor sur le salon. Le parrain de moi, du salon. C'est un pape, c'est un grand maître. Donc c'est assez émouvant d'être à côté de lui. J'ai l'impression d'être à côté d'un monument qui d'ailleurs a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup de livres d'artistes, avec de grands artistes, qui a une collection de livres d'artistes absolument unique. Donc, nous allons l'interviewer, effectivement, il a un parcours assez exceptionnel. Mais vraiment, pour terminer avec vous, est-ce que vous pensez que, par exemple, nous sommes là actuellement dans une période quand même qui est plutôt sombre dans l'humanité? Est-ce que vous envisagez qu'il y ait une nouvelle ère qui s'ouvre, où ça sera peut-être un peu plus lumineux, un peu plus spirituel, où les gens seront moins de haine Quel est l'avis de l'écrivain à ce sujet-là? Je n'ai pas d'avis sur une question si vaste. C'est Hannah Arendt qui disait que toutes les histoires terribles valent peut-être la peine d'être vécues si on peut en faire une histoire, si on peut en faire un conte ou une histoire. Et je pense que ce sera sûrement une source d'inspiration pour vous aussi. Béatrice Fontanelle vous emmène donc dans une vie de famille qui est victime un petit peu du déroulement de notre histoire. Ne vous fiez pas vraiment victime finalement. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il ne faut pas se fier quand même à tout cela. C'est qu'en fait, c'est vraiment rempli de bonheur. Ils s'en sortent bien, mais comment? Alors ça, c'est tout le rythme. Et puis surtout, c'est un livre qui va nous ramener aussi un petit peu vers la lumière. Et
Avant À mon l'aube. sens, il faut aller le voir avant l'aube. C'est aux éditions Stock. C'est un roman sélection du prix Rosine Perrier 2015 de ce 26e salon du livre d'Hermillon. Merci Béatrice, à bientôt. Merci à vous.